Avec moi, ce soir, on va aborder de l'histoire culturelle, avec un fait divers. Donc, il y a du sang, il y a du sexe, il y a de la violence. Ça vous restaurer, peut-être. Enfin, si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours partir. Voilà, on va étudier un crime qui s'est déroulé à Montreuil en 1898. Voilà. Je dis beaucoup voilà, c'est un tic. Donc, je suis une 19e. C'est pas un joli terme, ça veut simplement dire que le 19e siècle me passionne, tout simplement, c'est plus joli. Je suis passionné aussi par l'histoire locale, j'aime comprendre les lieux dans lesquels je me meus, c'est pas très joli, c'est du verbe se mouvoir, pas du verbe meugler. J'aime donc comprendre où je vis, où j'habite à Montreuil depuis 2006 et j'ai travaillé sur des sujets proprement montreuillois. J'ai travaillé sur une histoire d'avortement, j'ai travaillé justement sur cet infanticide, sur une grève des médecins. Ça me passionne de transmettre après cette histoire locale aux habitants. Je m'intéresse aux menus. Alors les menus, c'est quoi? Au Moyen-Âge, on oppose les menus et les gras. Les menus, ce sont les pauvres, et puis les gras, ce sont les riches. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire, physiquement en tout cas. Mais c'est un joli terme qui dit l'histoire des petites gens, en fait. Bon, dans ma bouche, petites gens, vous l'aurez compris, c'est pas du tout péjoratif. Donc j'aime l'histoire de ces gens ordinaires qui, bien sûr qu'ils ont une histoire, mais on s'intéresse assez peu en général à l'histoire des gens ordinaires. C'est assez difficile de faire cette histoire-là. Enfin, au 19e, plus on avance dans l'histoire, plus c'est facile, on a davantage de sources. Voilà, donc je m'intéresse à ça. Et le fait divers, précisément, nous aide à comprendre la vie de ces gens ordinaires. Alors c'est vrai qu'il y a un biais. La vie des gens ordinaires à travers un fait divers, c'est pas que sanglant, il ne leur arrive pas que ce genre de choses. Mais ça nous permet de toucher du doigt la vie de gens dont on n'aurait jamais parlé. Et en recoupant les sources, en fouillant, on arrive à restituer un petit peu de cette vie, de ces gens-là qui, moi, m'intéressent. Alors, les sources que j'ai utilisées pour cette histoire, alors bien évidemment, je suis allé aux archives. Je n'ai malheureusement pas trouvé le procès de cette affaire a disparu. Je ne l'ai pas trouvé, mais on a beaucoup de comptes rendus dans le journal des tribunaux. On a le dossier de grâce qui est conservé aux archives nationales. J'ai été aux archives de Paris. J'ai les archives de la préfecture de police avec le registre du commissariat de Charonne. Donc j'ai fait plusieurs archives. Et puis on a des sources imprimées nombreuses, parce qu'on est en 1898, et c'est vraiment l'âge d'or du journalisme, du journal. Et donc on a de très nombreuses sources journalistiques. Alors évidemment, il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de choses fausses, il y a beaucoup de choses erronées. Et quand les journalistes ne savent pas, à cette époque-là, ils inventent, carrément. Mais donc il faut constamment croiser les sources, mais elles sont abondantes, et ça permet vraiment de comprendre des tas de choses. Voilà. Donc, le fait divers. Alors, attendez, parce que alors là, j'ai le micro de la main gauche, il va falloir que j'arrive à maîtriser ça. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un fait divers? Alors, le fait divers, donc il y a plusieurs définitions. La définition du Larousse, événement sans portée générale qui appartient à la vie quotidienne. L'Encyclopédia Universalis nous dit récit d'événements variés considérés comme peu importants. Je me suis demandé si c'était si peu important que ça. Et moi, ma définition, c'était que c'était l'incursion de l'extraordinaire dans des vies ordinaires. Et c'était ça qui m'intéressait. Et donc le fait divers dit l'histoire des petites gens, de leur vie ordinaire, traversée par l'extraordinaire. Et j'ai trouvé sur le site de la BNF, qui consacre tout un dossier aux faits divers, une citation, donc récit d'écart par rapport aux normes, les faits divers tendent à la société un miroir qui lui permet de s'observer pour mieux réaffirmer les normes ou au contraire les faire évoluer. C'est intéressant. Donc je vous présente brièvement le plan de cet exposé assez classique en 3 parties. Je vais vous résumer l'affaire dans un premier chapitre et essayer de retracer l'itinéraire d'un couple d'ouvriers. Et on verra comment d'un drame très privé, on passe à un drame très public, notamment grâce aux journaux et à la complainte criminelle qui sont de formidables chambres d'écho. On s'intéressera donc en conséquence à l'enfance martyrisée, parce qu'on a quand même 2 petites filles qui sont assassinées par leur père.
Et cette question de l'enfance martyrisée est véritablement un sujet à la mode en 1898. Je le dis à dessein. Mais ça traduit également une grande préoccupation sociale. On analysera les causes. Les causes, c'est la notion juridique de puissance paternelle qui est extrêmement intéressante. Et si on revient, pour mettre en place des lois de protection de l'enfance, il faut revenir à cette notion de puissance paternelle. Ensuite, on verra dans un troisième temps comment se construit l'image du criminel à travers le triple regard du journaliste, du psychiatre, enfin des médecins aliénistes, comme on dit à l'époque, et de la sphère judiciaire. Et puis tous les stéréotypes qui en découlent. J'ai repris un titre de Louis Chevalier, classe laborieuse, classe dangereuse, comment l'ouvrier est assimilé à un voyou, un bandit. Et un deuxième stéréotype très important, la géographie du crime. Ça ne se passe pas n'importe où, ça se passe aux portes de Paris, près des fortifications, les barrières, les marges, la banlieue. Ça n'est pas neutre. Et enfin, je me suis interrogée sur la proportionnalité de la peine au regard du crime et du criminel, avec une question que j'ai fini par me poser, qui était finalement dans toute cette histoire, est-ce que ce n'est pas la femme qui est la véritable coupable? Vous verrez pourquoi je dis ça. En épilogue, on verra ce que sont devenus les personnages de cette histoire. Et enfin, une conclusion un peu hâtive, je dois vous le dire, d'hier à aujourd'hui, quelles sont les permanences et quelles sont les différences. Allons-y. L'histoire, résumé de l'affaire. Donc, dans le Bas-Montreuil, au 6 de la rue Gutenberg, tout près de la porte de Montreuil, dans la nuit du 19 au 20 août 1898, une terrible dispute éclate dans un couple entre Jean-Louis de Blandeur et sa femme Charlotte. Il lui fait une scène de ménage épouvantable. Il ne la frappe pas, mais c'est quand même assez violent. Il lui reproche, il a introduit un mois auparavant dans leur appartement un collègue de travail qui s'appelle Henri-Nicolas Vinaud, qui est un terrassier, qui travaille aux Carrières Morel à Montreuil, là où il y a l'actuel parc des Guilans. Et il pense qu'elle a une relation, qu'ils ont une relation, et puis il est très très jaloux de la relation que Vinaud a avec les petites filles. Ils ont deux petites filles, une petite fille de 4 ans et une petite fille de 2 ans et demi, et il lui fait une scène vraiment épouvantable. Alors, au petit matin, donc le fameux Vinaud, qui dort là depuis le 14 juillet, part travailler, et eh bien, Jean-Louis de Blandeur essaye d'étrangler sa femme, il lui attache les jambes avec une bande de tissu, et avec une cordelette, il essaye de l'étrangler. Mais le fils Vinaud, qui a 12 ans, parce qu'Henri-Nicolas Vinaud est un veuf qui a un enfant, est parti emmener les petites filles à la crèche, rue Voltaire, tout près, à 10 minutes, et quand il revient, il entend les cris de Charlotte, elle se débat, il alerte la gardienne, ils arrivent, et c'est grâce à ça qu'elle a la vie sauve. Donc, la bagarre s'arrête, et il lui dit puisque c'est comme ça, je m'en vais, prépare mes affaires, je passerai les chercher ce soir. On vient de l'étrangler, puis il lui donne un ordre, bon, voilà. Et il s'en va. Et il va où? Eh bien, il va à la crèche pour récupérer les petites filles. Le temps qu'elle récupère, elle est quand même très choquée par cette scène, elle se dit, oh là là, où est-ce qu'il est parti? Elle redoute le pire. Elle se précipite à la crèche, et bien malheureusement, la directrice de la crèche a donné les 2 petites filles. Elle dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Alors elle court jusqu'au commissariat de police de Montreuil, qui se trouve pas très loin de l'hôtel de ville, et elle alerte le commissaire en lui disant, mais vous savez, il va se passer un drame, il est vraiment dans un état épouvantable. Le commissaire dit, plus exagéré, voilà, il la renvoie, et elle passe toute la journée à chercher ses petites filles un peu partout, elle est désespérée. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses petites filles, donc, et puis il fait un périple assez étrange pendant 16 heures. Il se promène avec ses petites filles, il les emmène à la Villette, il les emmène dans le 19e, dans des endroits où il a habité, peut-être des endroits où il a été heureux, des endroits qu'il connaît. Il entraîne une par le bras, celle de 4 ans, il porte l'autre sur son dos. Des témoins disent qu'ils l'ont croisé à telle ou telle heure, que les petites filles pleuraient, alors il leur achète des gâteaux, il leur achète des bonbons. Et puis, à 9h du soir, il arrive près d'un tabac, et là, il écrit une lettre à sa femme, assez grandiloquente. Il dit, voilà, tu as voulu nous séparer dans la vie, mais tu ne nous sépareras pas dans la mort.
tu as voulu me tromper, je ne veux pas divorcer, et, je vais tuer les enfants, je vais me tuer, et voilà. Il écrit cette petite lettre, on a la lettre, hein, sur le registre du commissariat de police. Et après, il continue son périple. Il arrive vers la porte de Montreuil, vers 3 heures du matin. On a encore des témoins qui l'ont vu. Et là, il étrangle ses petites filles avec un mouchoir et il les précipite du haut du mur des fortifications. Vous verrez tout à l'heure la hauteur, et pour ceux qui ne savent pas comment c'est fichu, c'est quand même assez haut. Ça fait entre 10 et 12 mètres de haut. Et voilà, et un ouvrier, tôt le matin, voit en bas du mur des fortifications quelque chose qu'il prend pour des vêtements. Il descend et il s'aperçoit que c'est du spectacle des petites filles. Il y en a une qui est décédée et l'autre qui râle. On l'emmène à l'hôpital Tenon et finalement elle mourra le lendemain. Lui, donc Jean-Louis de Blandeur, est parti. Il se cache pendant 3 jours. Alors il se cache dans des carrières du 19e arrondissement. Et puis au bout de 3 jours, tenaillé par la faim, il va chez un restaurateur du boulevard de la Villette, près de la rue du Faubourg du Temple. Évidemment, il n'a pas un traître sous pour payer. Alors, il commence à faire des manœuvres pour partir et le restaurateur voit bien qu'il n'a rien. Donc, il alerte la police. Il se fait arrêter. Et au départ, il ne donne pas sa vraie identité. Puis finalement, il craque assez vite. Il dit qui il est, qu'il est Jean-Louis de Blandeur, qu'il a effectivement assassiné ses petites et qu'il l'a fait par jalousie. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc voilà. C'est Louis Jean-Louis de Blandeur. Vous voyez, on a la chance d'avoir l'anthropométrie, les fiches anthropométriques qui existent depuis 1879. Donc, je voulais vous lire la description. Ça a été pris parce qu'en 1895, il a commis un vol. Et donc, il a été bertillonné, puisque c'est Alphonse Bertillon qui a créé les fiches anthropométriques. Donc, on nous le décrit comme ça, dans le mandat d'Amné du 21 août 1898. Taille 1,60 m, corpulence moyenne, blond, petite moustache rose peu fournie, yeux bleus bien ouverts, visage osseux et assez long, teint coloré, grêlé, certaines traces de variole sont assez profondes, notamment à l'aile droite du nez. Il était vêtu au moment du crime d'une veste de toile bleue, d'un pantalon de coutil bleu rayé usagé, d'une chemise à raies larges bleues et blanches, d'un maillot en contour blanc. Il était coiffé d'une casquette en drap noir et chaussé de gros brodequins. Je vous lis ça parce que c'est important pour la suite. Ça correspond plus ou moins à la tenue assez classique de l'ouvrier, tel qu'on le représente à l'époque. Voilà, il n'est pas très grand, il n'est pas très petit, il n'est pas très beau, il n'est pas très laid. Ah, il y a des fans. Enfin, méfie-toi quand même. Voilà. Alors, qui est Jean-Louis de Blandeur? Alors, il est né en 1870 à Dunkerque. Il est issu d'une famille de marins, de pêcheurs. Alors, ils vont pêcher le hareng et ils font ce qu'on appelle la pêche à Islande. On dit ça comme ça à l'époque, la pêche à Islande. Ils font des campagnes du mois de mars jusqu'au mois de septembre. C'est très long, c'est très dur. Il y a des tempêtes, c'est glacial. Ils ont les doigts gelés. Il y a les tonneaux de sel dans lesquels on met le hareng. C'est vraiment épouvantable. J'ai lu des bouquins là-dessus. C'est vraiment très, très difficile. D'ailleurs, son grand-père paternel est supposé être mort en mer pendant une campagne. Sa grand-mère était pêcheuse. Je ne savais pas, moi, que les femmes pêchaient. Voilà. Enfin, pêchaient vraiment, quoi. Enfin, pas comme ça. Et alors, il a 2 ans quand meurt sa mère, 2 ans et demi quand meurt sa mère, et il a 4 ans quand meurt son père. Voilà. Et c'est sa grand-mère maternelle, Anne Liévin, qui va, dans un premier temps, s'occuper de lui. Anne Liévin, elle finit sa vie, elle est assez fortunée quand même. Moi, au départ, voyant ça, famille de pêcheurs, j'avais en tête, comme les gens de ma génération, la poésie de Victor Hugo. Vous savez, les pauvres gens. Il fait nuit, la cabane est pauvre, les biens closes, des filets de pêcheurs sont accrochés au mur, au fond, dans l'encoignure. Voilà. Je pensais que c'était une famille pauvre. Eh bien, pas du tout. Elle a du bien. La grand-mère meurt à Boulogne-Billancourt. Elle a tenu un cabaret, enfin, elle a tenu un café. Elle fabriquait, elle était tonnelière, faisait des tonneaux. Enfin, c'est des gens qui ont du bien, c'est des gens très, très courageux. Et puis, finalement, c'est sa tante, Anna de Blandeur, qui va devenir sa tutrice et qui va prendre en charge l'éducation de Jean-Louis, qui est orphelin. Sa tante aussi vit dans l'aisance. Elle va faire un mariage heureux. Et voilà. En 86, l'année de ses 16 ans, il s'engage à la mairie de Brest dans les équipages de la flotte
où il devient apprenti marin, il devient mousse. Et alors la condition de mousse, à cette époque, je vous le dis, j'ai lu aussi des choses là-dessus, c'est absolument épouvantable. On subit des mauvais traitements, des punitions corporelles, voire des viols. Il est petit, etc. Je me demande si quand même ces années, ces 5 ans qu'il a passé là, l'ont pas un peu dérangé. En 88, il est dans la marine, patatras, il est condamné à 6 mois de prison pour vol des faits. Malheureusement, ça a disparu, je suis allé regarder, bien évidemment, dans les archives de Brest, et il n'y a plus son dossier. Donc je ne sais pas, j'aurais bien voulu voir la condamnation, le motif, je ne sais pas, mais ça c'est sûr. En 91, il est libéré du service et il demeure chez sa tante qui, entre-temps, s'est mariée à un ingénieur des chemins de fer, un homme important qui a une belle situation, qui sera décoré de la croix de la Légion d'honneur, enfin quelqu'un qui a du bien et quelqu'un qui compte. Voilà. À son enterrement, il y a du beau monde. Alors là, on voudrait bien l'aider à retrouver du travail, donc l'oncle dit qu'il va aider ce neveu par alliance. Mais pour cela, il faut qu'il ait une réhabilitation, parce qu'il a une condamnation sur son casier judiciaire pour ce vol des faits. Donc, ils vont travailler à avoir sa réhabilitation, qui est obtenue en 92. Alors, une réhabilitation, c'est une mesure de pardon spécifique qui rétablit le condamné dans ses droits et qui efface la condamnation. Et grâce à ça, il va rentrer dans les chemins de fer en tant qu'homme homme de peine, grâce à cet oncle. Voilà, alors en 93, il a rencontré Charlotte, sa future femme, et il se marie le 20 février 1894. Elle est mineure, elle est enceinte de 4 mois. Et oui, voilà. La tante a payé le mariage d'ailleurs, mais elle n'y a pas assisté. Je pense qu'elle a un peu réprouvé l'acte consommé avant le mariage. Ensuite, il va passer 28 jours au titre de réserve à l'armée active de la flotte de Cherbourg. Et un de ses anciens employeurs va dire, écoutez, quand il est revenu de là, il est arrivé à un accident, et il était beaucoup plus dérangé qu'avant. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais je n'ai pas retrouvé non plus. Des fois on trouve, des fois on ne trouve pas. Et alors là, d'un seul coup, il arrête de travailler pour les chemins de fer, il trouve ça trop dur. Alors, il arrête et il ne prévient pas son oncle, qui en est alors vexé, mais je ne vous dis pas vraiment, qui décide que plus jamais il n'être bon à rien. Et là, il commence à faire plusieurs métiers. Il est chausseur de patins pendant 6 mois environ au Palais de Glace. Je vous ai mis une petite illustration, là, ça c'est le Palais de Glace. Le Palais de Glace est situé là où actuellement on a l'hôtel du Rond-Point. Et c'était vraiment une belle bâtisse. Il y avait en bas toute une machinerie pour fabriquer de la glace. Voilà, bon, il travaille là. Et puis après, il trouve du boulot chez des tourneurs sur métaux, chez Godard et d'Horizon. Et le 16 septembre, repatatras, il revole. Il vole pour 900 francs de bijoux à un client de ses patrons. C'est le moment où sa femme accouche de leur 2e fille, Germaine, à Paris, dans le 19e. Donc, il ne voit pas tout ça, il est incarcéré à la prison de Mazas, à Paris, et il est condamné à 13 mois de prison. Il est transféré à Poissy. Sa femme intente une action en divorce, évidemment. Elle ne pense pas avoir un grand futur avec cet homme-là. Mais à sa sortie de prison, suite aux supplications de son mari, elle accepte de ne pas divorcer. Elle veut divorcer, mais là, non. Et puis, elle dit après, à Poissy, quand il a purgé sa condamnation, il était fort discipliné grâce à sa bonne conduite. On l'avait nommé contremaître dans l'atelier des rempailleurs de chaises. Alors, elle a cru que, il se réformerait, mais il ne s'est pas du tout réformé. En janvier 97, il sort de prison, il exerce encore différents métiers, il n'arrête pas. Donc pendant 13 mois, il est ouvrier dans une usine de jouets à Montreuil. On a beaucoup d'usines de jouets à Montreuil. Et puis après, il passe chez un fabricant de colle. On a aussi beaucoup de fabricants de colle à Montreuil. Et en mai, on a besoin que ça descend. En mai 98, il entre dans les carrières Morel en tant que carrier. Et c'est là qu'il fait la connaissance d'Henri Nicolas Vinault, ce veuf de 42 ans qui a un fils de 12 ans, avec qui il sympathise. Ils deviennent très copains, et à tel point que les collègues les appellent les 2 frères. Et c'est là qu'il lui propose de venir habiter chez lui, comme pensionnaire. Et voilà. Il dormira dans le salon, on étendra un matelas pour lui et son fils. Et le 14 juillet, donc Vinault et son fils emménagent dans 2 pièces de la rue Gutenberg. Voilà. Et c'est là qu'on retrouve le début. Il commence à développer une jalousie, la scène de ménage. Et il était décidé que Jean-Louis de Blandeur devait partir le 20 et que Vinault suivrait.
Mais bon, tout ça ne se passe pas, et voilà. Sa personnalité et son caractère. Il est difficile de lui trouver des qualités, cet homme-là. Franchement, il assassine ses 2 petites filles, alors il n'aime pas travailler, il ne travaille pas, il est voleur, il laisse sa femme et ses filles dans le dénuement, c'est elle qui fait bouillir la marmite, elle s'occupe très bien de ses petites filles, elle doit se bagarrer constamment pour assurer le nécessaire. En plus, il boit de l'absinthe, ce qui ravage un peu le cerveau, il s'enivre, et puis ses collègues disent qu'il a le vin mauvais quand il a bu, il est violent. Et puis parfois, ça c'est un mystère, il disparaît pendant des périodes assez longues, 1 semaine, 2 semaines, on ne sait pas ce qu'il fait, il disparaît, son boulot, sa femme ne sait pas où il est. J'ai des hypothèses, mais j'en parlerai pas parce que... enfin bon. Sa femme le décrit comme lâche parce qu'il n'ose pas affronter Vino, parce que à un moment donné, dans l'altercation, il lui dit bah, « écoute, il faut que tu dises à Vino de partir ». Elle lui dit bah, « écoute, c'est pas moi qui l'ai emmené à la maison, donc c'est à toi de le confronter et de lui dire de partir. En plus, je ne peux pas lui demander de partir parce qu'il a payé sa pension, je ne peux pas le rembourser. » Et il n'ose pas affronter Vino, c'est un grand gaillard, Vino. Voilà, alors elle dit, point de vue des qualités, qu'elle pense qu'il aimait bien leur fille, même s'il était très peu démonstratif. Et puis en même temps, quand elle lui demande de l'argent pour acheter des chaussures pour les petites filles, lui préfère garder son argent pour lui, pour aller boire. Il le dit d'ailleurs. Bon. Et alors elle témoigne, son épouse, qu'il a eu une très bonne éducation, et que, mais bon, moi je me suis dit, c'est bizarre, à chaque fois qu'il est emprisonné, bon, ça lui sert quand il est en prison, mais dès qu'il est sorti de prison, ben, sa bonne éducation ne lui sert à rien. Voilà. Donc ça c'est pour... voilà. Alors Charlotte, la femme. Qui est Charlotte? Alors elle, c'est une fille d'ouvrier de Belleville et de la Villette. Son père était plâtrier, sa mère était brodeuse, et c'est elle qui lui a enseigné le métier de couturière. Elle est couturière à façon. Ses 2 parents sont morts en 91 et 92, et elle a un tuteur, son oncle paternel, qui réside à Montreuil. Voilà. Étant mineure, elle se retrouve enceinte, et donc le conseil de famille se réunit en présence du juge de paix pour qu'on puisse la marier. Voilà. Ils se sont rencontrés via quelqu'un de commun. Ils habitent donc 164 rue d'Allemagne, la rue d'Allemagne étant l'avenue Jean Jaurès, et ça correspond plus ou moins au métro Ourcq, où j'habitais. Et d'après ce que dit Charlotte dans un interview, apparemment c'est un mariage d'amour qu'ils ont fait. Elle dit « Nous aurions pu être si heureux, je l'avais épousé par amour, malgré tous les miens. » Bon, peut-être qu'ils ont deviné que c'était pas un type si bien que ça. Et voilà, c'est une femme extrêmement courageuse, qui confectionne des vêtements pour ses petites filles, qui s'occupe très bien, qui s'occupe bien de son intérieur. Donc, à la suite du vol de son mari, elle s'est réfugiée à Montreuil sous le nom de veuve Bettelot, parce qu'elle ne veut pas que dans le 19e arrondissement, qui est le foyer de sa famille, la honte entache, voilà, la réputation. Elle habite donc avec ses 2 filles au 6 rue Gutenberg. Alors ça, c'est un immeuble, je suis allée là-bas, il existe toujours dans la rue Gutenberg. Et c'est un immeuble de 3 étages, ils habitent au premier. Ça appartenait à une famille très connue, la famille Peson, qui étaient des dompteurs. Ils avaient une ménagerie juste à côté du 6 rue Gutenberg. Voilà, il y a 3 pièces, il y a une cuisine, une chambre à coucher dans laquelle dort Jean-Louis de Blandeur, sa femme et les 2 petites, et le salon pour Henri-Nicolas Vino et son fils. C'est une petite femme blonde, elle est qualifiée de femme intelligente et active, laborieuse et sobre, et d'une excellente conduite. C'est important pour l'époque. Quoique ayant un caractère un peu entier, ça revient constamment. En fait, ça doit être une femme qui a l'air d'avoir du caractère. Enfin, avec un bonhomme pareil, il vaut mieux avoir du caractère, peut-être. Voilà, c'est ce qu'on dit d'elle. Et le cousin de Jean-Louis de Blandeur dit qu'elle avait un caractère exécrable à ses yeux. Et voilà. Au mois de mars 99, elle accouche de leur 3e fille. Voilà. Alors, Henri-Nicolas Vino. Henri-Nicolas Vino, c'est un ouvrier, un terrassier, c'est un journalier, il fait des boulots très très difficiles. Il est carrier, terrassier. Il va travailler d'ailleurs comme terrassier sur les chantiers du métropolitain. Il ne fait pas grève, c'est un ouvrier qui ne fait pas grève. Et donc lui aussi, il est donc terrassier aux Carrières Morel. Là, c'est une illustration qui est assez intéressante. Les carrières de Montreuil, donc je lis. Les terrassiers constituent la main-d'œuvre la plus nombreuse en carrière à ciel ouvert. Pour accéder à la masse de gypse, il faut retirer les différentes couches qui la surmontent selon la nature des terrains, marne, argile, calcaire,
ou sablons, qui parfois sont également transformés sur place en ciment, briques ou chaux. Il y a une briqueterie d'ailleurs là-bas. Voilà, ça, j'ai eu ça, j'ai découvert qu'il y avait un musée du plâtre. Je ne sais pas, donc si vous voulez vous ennuyer un dimanche, peut-être aller visiter le musée du plâtre. Moi, ça m'a un peu... Bon, je ne savais pas, mais on apprend plein de choses tout à fait passionnantes. Alors, c'est un gaillard grand et fort, c'est un infatigable travailleur, selon Charlotte Becteau. Il partait d'ailleurs travailler, je ne sais pas, imaginez la journée, il partait travailler à 4h45 et revenait le soir à 21h avec 2 blancs d'heures. Ça fait des sacrées journées de travail. On le dit sobre, rangé. Et alors, il y a un journaliste qui, dans le procès, le dit, ça m'a fait rire, c'est qu'il a plus l'air d'un casseur de pierre que d'un casseur de cœur. Voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Et quand il intègre le foyer de Blandeur, donc il verse chaque semaine, pour prix de sa pension et celle de son fils, la presque totalité de son salaire. C'est quand même beaucoup. Hein, ce qui permet à 2 Blondaires de travailler de moins en moins, s'ils n'aiment pas travailler. D'ailleurs, Charlotte dit à plusieurs reprises que le rêve de son mari, c'était qu'elle-même et Vino travaillent, comme ça lui il pourrait faire l'homme de ménage. Voilà. Et alors elle dit que les fillettes aimèrent tout de suite cet homme qui jouait avec elle comme un enfant, se faisant petit comme elle. Voilà, il aime les enfants, il est câlin, il joue avec elle, il se met à 4 pattes, il fait le gugus. Et il y a le troisième, alors là, c'est le fils Vino. Alors, j'ai pas grand-chose sur lui, à part qu'il est roux. Nous intéressons là, bref. Et il faisait les courses pour le foyer. Et le matin, il emmenait les deux petites filles à la crèche de la rue Voltaire, d'où il venait les rechercher à 18h. Alors, c'est du drame, comment on passe d'un drame privé à un drame public? Alors, il y a ce qui est livré en gros au public, bien évidemment, dans les journaux. Un homme jaloux, violent, mu par un esprit de vengeance, tue ses enfants parce que sa femme veut divorcer, qu'il ne peut pas supporter l'idée qu'elle refasse sa vie avec quelqu'un d'autre, qu'elle vive dans ce qu'il appelle un faux ménage. Maintenant, on appelle ça des familles recomposées. À l'époque, on appelait ça des faux ménages. Il y a ce qui est pudiquement suggéré dans les journaux. Elle dit dans un journal qu'elle s'est détachée de son mari depuis longtemps, que si elle se retrouve enceinte, c'est pas parce qu'elle a voulu, qu'elle le subit sexuellement. Enfin, il y a des tas de choses qui sont dites en creux. Mais au cœur du problème, on a une question d'ordre sexuel. C'est le sexe dont je vous avais parlé tout à l'heure en introduction. Et ça, on est très bien renseigné là-dessus, puisqu'on a le registre du commissariat de Charonne, on a énormément de choses dans le dossier de recours en grâce qui attestent de ce problème. Alors, dans le procès verbal dressé au commissariat de police, il est écrit, outre ces motifs, le divorce, etc., il en est un autre d'ordre plus intime qui a motivé de la part de l'épouse une instance de divorce. Son mari voulait avoir des rapports sexuels contre nature. Elle l'avait sermonné. Il avait juré de ne plus recommencer. Malgré cela, il avait renouvelé sa tentative. Le refus de sa femme l'irrita. Voilà. Ensuite, on a une lettre du procureur général qui dit « Les exigences dépravées auxquelles sa femme refusait de se prêter avaient ramené dans l'esprit de celle-ci la pensée du divorce. » Une lettre aussi du président des Assises qui dit qu'à la suite de 2 tentatives de rapprochement contre nature, elle a manifesté l'intention formelle de renouveler sa demande de divorce. Et enfin, la question est abordée de manière plus franche pendant le procès, puisque le président s'adresse à Jean-Louis de Blandeur et lui dit « L'accusation prétend que votre jalousie est née parce que vous avez eu vis-à-vis de votre femme des exigences qu'elle n'a pas voulu satisfaire. » De Blandeur, c'est faux. Le président, je ne peux m'expliquer d'une façon plus détaillée. Il y a des choses qu'on peut dire, mais pas trop dire non plus. Mais pourquoi, à partir de ce moment, a-t-elle exigé que vous couchiez à part sur un matelas? C'est parce qu'elle était enceinte. Et lors de l'interrogatoire, Madame de Blandeur ajoute qu'elle a de nouveau songé au divorce à la suite de tentatives qui avaient offensé sa pudeur. J'aime beaucoup les termes de l'époque. Enfin, le beau-frère de De Blandeur déclare « J'étais opposé en principe au mariage parce que De Blandeur avait des défauts graves au point de vue moral. » Pour faire court, toutes ces périphrases pour dire qu'il veut la sodomiser et qu'elle ne veut pas. Voilà, ça c'est le cœur de la question. Alors, à son époque, De Blandeur est considéré comme un véritable pervers sexuel avec ce type de pratique. Hein. La pratique de la sodomie le classe parmi les érotomanes, au regard de la médecine et des contemporains. Alors, pour avoir une vision de la normalité sexuelle à l'époque, j'ai consulté plein d'ouvrages. Je vous assure que c'est croquignolet. Vraiment, entre les machines pour empêcher les jeunes garçons de se masturber, tout ça, c'est incroyable. Des images, vraiment, on dirait des machines de torture. Et là, j'ai trouvé donc un ouvrage synthétique, l'ouvrage du docteur Pouillet, dont la prose médicale est largement partagée par ses confrères.
Alors en 1897, il est l'auteur, dans une série consacrée aux perturbations sexuelles, d'une étude détaillée sur la psychopathie sexuelle intitulée « De l'onanisme chez l'homme avec une introduction sur les abus génitaux ». Il débute son ouvrage par cette utile définition. Abus génitaux. L'accomplissement ou la tentative d'accomplissement de l'acte génital d'une façon irrégulière, anormale, hors nature en un mot, sans qu'il ait pour but la reproduction de l'espèce. Très empreint de religion. Et nous divisons, alors je vous passe, nous divisons les abus génitaux auxquels l'homme peut s'abandonner en 4 classes. La bestialité, le coït incomplet, les coïts extragénitaux et la masturbation. Voilà, vous avez la classification. Et dans le paragraphe consacré aux coïts extragénitaux, il précise, alors franchement ça m'a fait beaucoup rire tout ça, plus rare aujourd'hui que jadis, le coït rectal n'est pourtant pas, comme le pensent certains optimistes, tout à fait délaissé. Ajoutons même qu'il est plus répandu encore qu'on ne le croit, surtout dans certaines régions et chez certains groupes d'individus. Nommons parmi les hommes les marins, les soldats, les prisonniers, les piliers de lupanar, les souteneurs de filles, les voleurs et des célibataires journellement en contact avec des enfants qu'ils ont mission de moraliser et d'instruire. Voilà, qui ça fait référence. Des divers modes sodomiques que nous avons notés, la pédérastie et surtout le coït rectal d'homme à femme sont plus répandus à notre époque, à Paris principalement. Ça m'en a bouché un doigt, parce que je me suis dit, ils ont fait des études comparatives, j'ai essayé de lire quand même, est-ce qu'il y a... j'ai pas trouvé. J'ai trouvé ça assez intéressant. Alors Jean-Louis de Blondeur, qui est mousse à 16 ans, qui a passé 5 ans dans la marine, 19 mois en tout en prison pour divers vols, semble, selon cette affirmation, l'archétype du sodomite invétéré qui a rapporté cette manie dans son foyer. Et le docteur de poursuivre dans son indignation, fini, le lit, alors ça c'est un style typique 19e, vous allez voir. Le lit conjugal lui-même n'est que trop souvent souillé par ces turpitudes auxquelles des êtres indignes du nom d'époux ont la vergogne de condamner leurs innocentes compagnes par lubricité ou dans le but de se soustraire aux charges de paternité. Et combien il est petit le nombre de celles qui se révoltent relativement au chiffre de celles qui se résignent et souffrent sans bruit plutôt que d'intenter une action judiciaire à leur mari. C'est ce que veut faire Charlotte, elle veut plus, elle. Donc jusqu'ici, on loue toujours la rectitude morale de cette femme, Charlotte, qui résiste aux assauts lubriques de son mari. Alors, quant à la dépravation du mari, elle s'ajoute à la longue liste de ces tares, paresseux, voleurs, instables, buveurs. De là en conclure que la sodomie mène à l'assassinat, il n'y a qu'un pas. Car, comme le conclut notre bon docteur dans son exposé, elle, la sodomie, est la suite inévitable, la conséquence fatale de l'abaissement général du niveau de la moralité publique. Voilà. Et alors là, ça m'a beaucoup fait rire, parce que je me suis dit, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un clin d'œil typographique de l'imprimeur? Voici l'estampes qui terminent en cul de lampe l'ouvrage du bon docteur Pouillet. Regardez, une femme nue. Alors ça, je trouvais ça incroyable. Bref, tout concourt à noircir un peu plus le portrait de Jean-Louis de Blondeur. Donc ce fait divers a une résonance incroyable, parce qu'il y a les journaux. Alors, le journal, en cette fin du 19e siècle, c'est vraiment nos réseaux sociaux aujourd'hui. Du fait des progrès techniques, les rotatives, la composition mécanique, les techniques de vente, la publicité, de la baisse des coûts de production, le journal coûte vraiment moins que rien, 5 centimes. Grâce à la liberté d'expression, loi du 29 juillet 80, du développement de l'alphabétisation et du transport, le tirage des quotidiens est multiplié par 2,5 à Paris et 3 ou 4 en province entre 1880 et 1914. Le Petit Parisien, par exemple, va voir son tirage avant 1914, le plus fort tirage de tous les temps, 1 500 000 exemplaires. C'est quand même énorme. Et il y a des journaux partout. Donc les journaux irriguent la France et la province. Georges Vigarello, qui est un historien connu, dit une chose intéressante, je dirais qu'il disait une chose intéressante concernant le fait divers et l'attention au crime dans le journal. Au spectacle de torture et de sang des anciens échafauds succède une avidité pour l'histoire de l'acte, son image, sa comptabilité. La mise en scène des récits a pris la place du vieux spectacle des gilets. Je trouve ça assez juste. Alors, à part le journal, il y a quelque chose de spécifique qui m'a beaucoup intéressé, c'est la complainte criminelle. Alors, la complainte criminelle, c'est un texte chanté, narrant dans un but informatif ou édifiant les détails d'un authentique fait divers. Alors, ça date pas évidemment du 19e siècle. De tout temps, on a chanté les
l'actualité. Louis-Sébastien Mercier, dans son tableau de Paris, en 1788, déjà, faisait remarquer, alors il consacre un chapitre aux complaintes, et il dit « Un parricide, un empoisonneur, un assassin, le lendemain, que dis-je, dès le jour même de leur supplice, enfantent des complaintes qui sont chantées dans tous les carrefours et composées par les chanteurs du Pont-Neuf. Les faits extraordinaires et qui tiennent par quelque côté au crime et au repentir forment aussi le sujet de ces complaintes. Tout finit donc par des chansons, comme dit le proverbe de la comédie. Et les événements les plus tristes finissent encore par là, tant le caractère de la nation la porte à mettre tout en vaudeville. J'ai lu, en vers burlesque, les guerres civiles de la Ligue et de la Fronde, et même l'histoire de France. Quand le Français ne rit pas, il faut toujours qu'il chante. Quand il ne chantera plus, ce sera une époque effrayante. Bon, chante encore, Dieu merci. Voilà, donc c'est un commentaire de l'actualité à destination des classes populaires. Hein, c'est distribué sur une petite feuille. Alors ça comprend ce qu'on appelle un timbre, un air connu, sur lequel on va greffer les paroles du fait divers. C'est souvent très réaliste et ça colle vraiment bien. Ils sont bien renseignés. Et on y ajoute une illustration, en général épouvantable, pleine de sang, sanguinolente, c'est assez barbare. Et un même timbre peut servir à plusieurs faits divers. C'est en forme strophique. Il n'y a pas de refrain, il peut y avoir jusqu'à 40 couplets. On répète ça comme ça. Là, par exemple, on a plusieurs affaires. Bon, notre affaire, un père assassin ou le crime de Montreuil, va faire l'objet de plusieurs complaintes. Il y a donc un but informatif, un but pédagogique et une morale. On les chante dehors, on vend les feuilles de chansons un ou deux sous. Alors je vous ai amené, si vous voulez après regarder ça, je vous ai amené plusieurs livres que je trouve assez intéressants, dont un livre formidable sur les complaintes, qui a été fait par un type non moins formidable, qui s'appelle Jean-François Maxou Etsen. C'est un mathématicien, c'est un musicien, c'est un historien, il y a des gens qui ont tous les talents. Et il a fait cette chose remarquable de compiler, je ne sais plus, 3000 ou 4000 complaintes, je sais c'est écrit dans le livre, et de raconter l'histoire, le fait divers, il a tout référencé. Et vous avez ça à disposition librement sur un site vraiment que je vous invite, ceux qui aiment l'histoire, que je vous invite à aller consulter, qui s'appelle Criminocorpus, qui est l'histoire de la justice et des faits divers, qui a été créé par Marc Renville et tout un Jean-Marc Berlière aussi, des historiens formidables. Tout est gratuit. Et il y a une base de données où il y a toutes les complaintes, il y a les illustrations, etc. C'est vraiment très, 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 très bien. Il y a également un podcast dans l'émission Le Vif de l'Histoire de Jean Lebrun, qui a consacré donc une de ses émissions à la complainte criminelle, Chanter le crime. Voilà. Je vous ai mis d'ailleurs, vous avez un petit dossier avec une bibliographie et vous pouvez aller voir à la fin, vous aurez toutes ces sources. Alors voilà, là vous avez, alors ce qui est quand même incroyable, c'est que le timbre qui a servi à notre histoire, un père assassin ou le crime de Montreuil, l'air de base, c'est les rêves de jeunesse. C'est quand même un peu, mais voilà. Et donc on a un duo qui fait énormément de complaintes, c'est Lucien Collonges et Edmond de Conclois. Ils nous font de la complainte à chaque fois qu'il y a un fait divers et hop, on a droit à Lucien Collonges et Edmond de Conclois. Alors là, je vais justement, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais dans le petit dossier que vous avez, il y a la complainte d'un père assassin du crime de Montreuil. Moi, je ne lis pas la musique. Mais donc j'ai contacté Jean-François Maxou Etsen pour lui dire est-ce que vous auriez la gentillesse de me transcrire pour cet exposé que je vais faire, de me la transcrire et de me la chanter. Et il m'a dit oui. Donc, je le remercie publiquement et je trouve que c'est formidable parce que vous allez entendre une chanson qui date de 1898, qu'on chantait à l'époque, et ça dure pas très longtemps. Hein. Et vous pouvez suivre les paroles, vous chantez, je ne sais pas, mais voilà. Alors attendez, j'espère que la technique, voilà. Sinistre assassin, si ton crime atroce, par sa cruauté, nous fait frissonner, sombre criminel et père féroce, de quel châtiment peut-on te frapper? Tu n'as pas tremblé dans ce sombre drame où ton propre sang a rongi tes mains, ni quand tu voulais étrangler ta femme qui doit son salut
au cri des voisins. Vous avez vu, c'est presque joyeux. Non mais c'est incroyable là, quand même. Toute l'histoire vous est racontée au coin d'une rue comme ça par quelqu'un qui a un petit orgue de barbarie et qui vous raconte, vous avez vu, c'est très fidèle à l'histoire. Bref, ce thème de l'enfance martyrisée est un thème, on peut dire, véritablement à la mode. Notre affaire arrive dans un contexte qui est saturé d'affaires similaires. Alors, peu de temps avant, on avait eu en octobre 96, alors l'affaire du petit Pierre qui a fait pleurer la France entière. Le petit Pierre, torturé par ses parents. Vous allez voir tout à l'heure des images, c'est atroce. Ah oui, c'est vraiment... On ne nous cache rien, hein. Les journaux ne nous cachent rien. C'était donc il y avait le chien de la famille qui léchait ses plaies. On a droit à tout ça. Voilà. Mais vous me direz, c'est pas vraiment, je trouve que c'est pas toujours très différent maintenant, hein. On nous montre des choses qui sont quand même assez atroces. Et ça, c'est une histoire qui a vraiment, on a beaucoup parlé. D'ailleurs, le père a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. C'était à Cayenne. Ensuite, le 16 août, alors il y a eu d'autres affaires, mais là, le 16 août, tout près, on a l'affaire de la petite Lucie Guillon. Alors, elle, c'est l'affaire de la rue d'Anguin, défenestrée. Les parents disent qu'elle s'est suicidée. Bon, elle a sauté de la fenêtre, elle a, je crois, 10 ans. 12 ans, et eux, ils ne sont pas condamnés, on n'a pas assez de preuves, et c'est des histoires retentissantes. Et enfin, le 20 août, on a l'assassinat de Jeanne et Germaine de Blandeur. Alors vous voyez, ça fait l'objet de tas de complaintes, les anges martyrs, les petites martyrs, je ne veux pas toutes vous les passer, hein, parce que voilà. Mais là, c'est intéressant, parce qu'on a donc les illustrations, c'est un peu comme des bandes dessinées. Là, on a la petite Lucie Guillon qui tombe par la fenêtre, là, c'est le petit Pierre sur son lit. Là, c'est le père, c'est Jean-Louis de Blandeur qui promène ses deux petites filles et puis qui les jette un près du haut du mur des fortifications. Et là, alors là, c'est le drame de la rue Vaneau. Alors là, vous avez le père qui brûle les pieds de son petit, vous voyez, du sang partout. Le chien qui lèche les plaies du petit. L'arrestation. La mère qui lui donnait des coups de canne, l'enterrement. Voilà, donc on ne nous cache rien. Voilà, oui. On a une affaire absolument retentissante à l'époque, c'est l'affaire Vacher, l'éventreur du Sud-Est, ou le tueur de bergers, qui va de 1894 jusqu'à 1897 semer des tas de cadavres sur son chemin. C'est un cheminot, un vagabond, et il va tuer, égorger, éventrer, éviscérer et violer ses victimes. Alors ça, c'est à la fin qu'on sait tout ça, mais on l'arrête. Et voilà. Donc ça, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit. Le spécialiste Marc Renville a écrit un bouquin là-dessus. On ne sait pas trop. Lui, il avoue 11 meurtres, mais apparemment, ça serait plutôt entre 20 et 50. Et c'est donc un des premiers tueurs en série. Enfin, il y en a sans doute eu d'autres qu'on ne connaît pas, mais en tout cas connus. C'est Vacher. Alors là, donc ça c'est Jean-François. Alors c'est lui, Jean-François Max Wetsen, avec sa vielle, qui chante la complainte, le tueur de berger, l'assassin. Voilà. Bien nombreux sont les crimes de Joseph Vacher, choisissant pour victime des malheureux bergers, parcourant la campagne, les plaines et les montagnes, où il les rencontrait. Et sans aucun prétexte, les personnes des deux sexes, tous il les massacrait, Un jour, le criminel du côté de Draguignan égorge à Louise Marcel, jeune fille de 13 ans. Plus tard, dans la Côte d'Or, il va donner la mort à Augustine Portueux. Voilà. Donc là, je ne peux pas avoir PowerPoint. Et non. Heureusement qu'elle est là. Voilà, et là, je reviens là. Super, merci beaucoup. Voilà, alors, c'est tellement à la mode qu'on en plaisante avec le plus parfait mauvais goût. Alors, par exemple, il y a un certain Bobèche dans le supplément, grand journal littéraire illustré, qui intitule un article « Un enfant martyr SVP ».
Alors, je vous passe le début, c'est le commissaire qui discute avec son secrétaire, il dit, bah alors, qu'est-ce qu'il y a comme affaire, bam, bam, bam. Et à un moment donné, il lui dit, alors, nous n'en avons même pas un. Un quoi, monsieur le commissaire? Un enfant martyr, parbleu. Tous les autres quartiers ont le leur. Certains de mes collègues en ont eu jusqu'à 3 sur leur circonscription, et moi, rien, pas même un infanticide. Dame, enfin, si vous avez juré de me couvrir de ridicule, dites-le, Moulagov, dites-le. Moi, je vois bien votre tactique. Vous vous efforcez de me couper tout espoir d'avancement. Le secrétaire. Oh, eh bien, mon garçon, c'est moi qui vous le déclare. Si avant 24 heures, vous ne m'avez pas découvert un enfant martyr dans l'arrondissement, j'en fais un à votre femme. Alors, ça, c'est de l'humour. Ça, c'est de l'humour. Alors, donc, on a ça. Mais on en fait des livres également. Hein, les enfants martyrs. Alors ça, je vous le dis, c'est quand même aussi délicieux. Angelette est un adorable livre que mademoiselle Marie Poitevin semble avoir écrit pour les jeunes filles. C'est l'histoire d'une jolie fillette contrainte d'aller vivre au foyer d'un oncle et d'une tante. Hostilité, rudesse, vexation, privation, mauvais traitement, rien ne lui est épargné. Et ce n'est qu'après des années de douleur et de résignation que justice est enfin rendue à sa douceur et à sa bonté. Histoire touchante et qui fera verser bien des larmes. On en fait des pièces de théâtre également. Alors au concert parisien, on a une représentation des enfants martyrs, titre très sobre, où on nous dit fort bien construit, rempli d'émouvantes situations et qui en a un langage très expressif et très soigné, le drame de messieurs Bamama. Bon, la donnée est simple. Un fait divers, 2 petits mioches séquestrés dans une soupente sont découverts par de braves ouvriers. Les parents dénaturés sont amenés devant le juge d'instruction et confondus comme ils le méritent. Malheureusement, le dénouement le plus invraisemblable, le plus naïvement, presque le plus niaisement mélodramatique, termine les palpitantes péripéties de la pièce. Le juge d'instruction, comme par hasard, se trouve être le vrai père des petits martyrs. Bref. Et on en fait des almanachs. Évidemment, à chaque mois de l'année, vous avez une affaire. Vous voyez, là, voilà, donc on fait ça. Alors tout ça, bien évidemment, traduit aussi une préoccupation sociale. La protection de l'enfance est un sujet qui prend de plus en plus de place dans le débat public, notamment à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle est à mettre en parallèle, à mon sens, avec les conséquences de l'avancée de l'industrialisation, la naissance du prolétariat, la paupérisation de la classe ouvrière et des peurs sociales qui en résultent. Alors, les motifs qui sous-tendent cet intérêt sont multiples. Ils sont d'ordre conservateur, religieux, moral ou progressiste. Parce qu'on veut tout à la fois lutter contre les abandons d'enfants, contre les infanticides néonataux, contre les avortements, contre la maltraitance, on n'utilise pas le terme à l'époque, on parle d'enfants martyrs ou martyrisés, contre la torture et le crime d'infanticide, contre l'immoralité des parents, contre le travail des enfants également, et pour prévenir la délinquance. Et c'est dans ce contexte que naissent différentes associations de protection de l'enfance et leurs journaux, comme L'Enfant, par exemple, organe des protecteurs et sociétés protectrices de l'enfance et de l'adolescence. Voilà, c'est un programme assez moral d'obédience catholique, il y en a pas mal, mais pas que d'ailleurs. Et puis, ils mettent des encarts dans les journaux, enfin ça c'est la Ligue pour la protection de l'enfance. Voilà, parents, gardez vos fillettes près de vous. En 87 est créée l'Union française pour le sauvetage de l'enfance. Alors l'émoi causé par toutes ces affaires, leur retentissement grâce à la presse, suscite une vague de dénonciations et de lettres anonymes et l'intervention des forces de l'ordre. Ça c'est assez intéressant. C'est un article de la Libre Parole. Ajoutons qu'à l'heure actuelle, c'est par centaines que les plaintes anonymes contre des parents qui martyrisent leurs enfants parviennent au parquet. Des enquêtes sont aussitôt ordonnées, les inspecteurs de la sûreté se mettent en campagne, on reconnaît généralement que la plus grande partie des faits signalés sont exacts et que des centaines d'enfants sont cruellement malmenés par leurs parents. Les commissaires de police, après avoir admonesté ces parents indignes, les informent qu'à la première récidive, ils seront poursuivis et déchus de la puissance paternelle. Il est à désirer toutefois que tout en s'en rapportant à des dénonciations anonymes, la préfecture de police fasse procéder aux enquêtes d'une façon tellement discrète que des gens innocents ne puissent se trouver victimes de basses vengeances comme cela ne se produit que trop souvent. Ça c'est intéressant parce qu'il y a eu un débat assez tendu sur intervention, pas intervention. Alors vous aviez toute une frange plutôt conservatrice, plutôt de droite, c'est comme ça que
à l'époque, qui ne veut pas que l'État intervienne dans les foyers. Il ne faut pas. En plus, on veut que c'est le chef de famille qui doit tout décider. Voilà. Et puis, il y a des gens plus progressistes qui disent non, il faut intervenir, il faut, tant pis pour la réputation des gens, il faut protéger les enfants d'abord. Donc, c'est un débat intéressant. J'ai fait une parenthèse, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans tout ce que j'ai lu, j'ai rien lu par rapport aux violences, aux abus et aux meurtres dans des milieux favorisés. Et ça, c'est quelque chose à faire aussi, parce que bien évidemment qu'il y a des abus, il y a des abus sexuels, il y a des pères de famille qui frappent également, mais on en parle beaucoup moins que quand ça se passe dans un milieu populaire. Donc si on veut protéger les enfants, il faut s'intéresser à une notion qui est fondamentale et qui est très intéressante, c'est la notion juridique de puissance paternelle. Qu'est-ce que c'est la puissance paternelle? C'est ce qui permet au père de famille de battre comme battre sa femme, ses enfants, s'il le veut. Il y en a encore, à mon avis, qui ont ça dans la tête. Bon. Alors, donc, c'est une notion juridique qui est issue de l'Antiquité romaine. Le pater familias, donc le père de famille, est l'homme de plus haut rang dans la maisonnée. Il a le droit de vie et de mort sur sa femme, sur ses enfants, sur ses esclaves. Voilà. Cette question de la puissance paternelle intéresse énormément de gens en cette fin de siècle. On y consacre de nombreuses thèses. Par exemple, à la faculté de droit de Paris, on a de la puissance paternelle relativement à la personne de l'enfant en droit romain. Si vous voulez savoir ce qui passionne une époque, je vous recommande d'aller consulter les fichiers des thèses, que ce soit en droit. Vous connaîtrez tous les thèmes. Pareil en médecine. Alors vous avez les thèses consacrées à la syphilis, les thèses consacrées à la tuberculose. On comprend bien tous les centres d'intérêt grâce aux thèses. En 1898, l'Académie des sciences morales et politiques soumet à concours un sujet, par exemple, qui est « Étude critique sur la puissance paternelle et ses limites d'après le Code civil, les lois postérieures et la jurisprudence ». Alors il faut dire qu'en 1884, cette puissance paternelle, elle en avait pris un coup un peu, voilà, parce que il y a eu la loi Vidal-Naquet sur le divorce, et qu'à partir du moment où les femmes peuvent divorcer, on peut également leur confier les enfants. Donc là, la puissance paternelle commence à être un tout petit peu ébréchée. Donc on arrive aux lois de protection de l'enfance. Alors je reviens un petit peu en arrière. En 1793, dans la lignée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Révolution reconnaît l'enfant comme sujet de droit. Les devoirs de protection des parents envers leurs enfants sont affirmés et le droit de correction paternelle est aboli. C'est formidable ça. Mais, patatras, 1804, Code Napoléon, voilà, elle l'aime pas du tout. Et c'est vrai que c'est une grande régression puisqu'on réinscrit la correction paternelle au Code civil. Alors, l'emprisonnement d'un jeune est possible sur simple demande du père. Et selon le juriste Portalis, qui est un des juristes qui ont travaillé sur le Code Napoléon, eh bien, la puissance paternelle est un droit fondé sur la nature et confirmé par la loi. La famille, bon ça c'est selon Napoléon, est la base de l'organisation sociale. Le pater familias est garant de l'ordre social. Au sommet, il y a Napoléon, l'ordre, et après vous avez la famille, voilà, il réintroduit ça. Alors au XIXe siècle, l'État reconnaît le droit du père de famille à exercer des châtiments corporels sur ses enfants. Le droit de correction est un droit issu de la puissance paternelle. Et ça, il y a un débat aussi, parce que juridiquement, c'est quoi on peut aller jusqu'où battre comme plâtre, donc c'est pas forcément facile à qualifier. Enfin, on aboutit en 1889 à la loi Roussel. Pas Fabien Roussel, la loi Roussel, relative, ça c'est une petite blague pour des copains qui sont dans la salle, relative à la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés. Donc le droit de déchéance paternelle est voté, l'État peut donc intervenir de force dans les familles et retirer l'autorité paternelle dans l'intérêt de l'enfant. C'est quand même une première étape intéressante. Mais cette loi est mal appliquée. Elle n'est pas bien appliquée, elle est inégalement appliquée sur le territoire, parce que c'est une loi extrêmement drastique, c'est tout ou rien. Et les juges, quand même, estiment qu'on pourrait réintroduire parfois les enfants au sein du foyer. Or, la loi ne le permet pas, c'est tout ou rien. Donc, elle n'est pas réellement appliquée. En 91, on a l'association L'Union pour l'enfance est reconnue d'utilité publique. En 95, on a le premier congrès international
de la protection de l'enfance à Bordeaux. Et enfin, tout ça est complété par une loi importante, la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants. Voilà. L'État se dote de la capacité légale de placer un mineur en dehors du domicile familial s'il y subit des violences. Et les peines sont aggravées si celui qui commet les violences est un ascendant. Enfin, en 1904, création du service départemental d'assistance à l'enfance, la tutelle des enfants assistés est confiée au département. Je ne vous ai pas tout mis parce que c'est très complexe, les lois de protection de l'enfance, il y a beaucoup de choses, mais ça c'est le principal. Donc on aborde le dernier chapitre qui est aussi intéressant, qui est comment se construit l'image du criminel. On a donc un regard journalistique. Voilà. Alors là, on a par exemple un truc relativement neutre, issu du 3, le journal des tribunaux, qui nous parle de Jean-Louis de Blandeur. De Blandeur est un homme de 27 ans, blond, les yeux bleus, la moustache petite et rousse, le visage long et osseux, nanana, bref, la physionomie d'un homme du Nord. Vous connaissez les hommes du Nord, moi je ne sais pas, enfin, c'est pour dire ça. Après, on a le Grand Écho du Nord qui nous dit, alors là, on s'approche un peu d'une description, vous allez voir, de Blandeur est fouillé, il avait dans ses poches un calepin rouge, un briquet, 2 pierres à feu, une bande de toile qui lui servait à serrer son genou couvert de furoncle. Là, ça commence à se préciser. Alors enfin, on a Félix Barbereau. Alors Félix Barbereau, voilà, c'est Jean de Blandeur est un être chétif, malingre, déjà. Il étonne par l'exiguïté de sa taille. Il mesure 1,56 m. Bon, c'est pas vrai, mais bon, voilà. Ce qui ne l'a point empêché d'être matelot et de faire la campagne de Madagascar. Oui, ça c'est étonnant. Il a la barbe et les cheveux vaguement roussâtres. Alors roussâtre, c'est déjà vague. Alors vaguement roussâtre. L'œil est bleu et injecté de sang. C'est un homme physiquement malsain. Son corps est couvert de bobos suspects, sans cesse renaissant. Il a dû passer son temps à le regarder, je ne sais pas. Et de plaies d'une nature particulière. L'aile droite du nez rongée par un ulcère et toute la face blafarde et piquetée de traces de variole. Quand de Blandeur ne travaillait pas, ce qui lui arrivait fréquemment, surtout depuis que Vino pourvoyait presque à lui seul aux besoins du ménage, il disait que ses clous, donc ses furoncles, l'empêchaient de se baisser. Voilà, alors cette description, on l'a dans plusieurs journaux. Alors c'est un homme malade, malsain. Eh bien, le portrait de Barbereau, c'est tout simplement le portrait d'un syphilitique. Alors j'ai lu un livre qui s'appelle « L'amour au temps de la vérole ». Je ne vous le recommande pas, franchement, parce que c'est assez répugnant. Alors, c'est un ouvrage très sérieux, un ouvrage médical très sérieux. Mais alors, vous avez des pustules, des furoncles, vous voyez vraiment ce que c'est qu'un syphilitique. Et franchement, c'est ça. Donc là, on nous donne l'image d'un type qui est vraiment malsain. Hein, c'est un érotomane. Alors, c'est pas étonnant s'il a la... Alors pourtant, moi, dans le dossier que j'ai consulté, rien n'indique, à aucun moment, on dit qu'il est syphilitique. On dit qu'il a eu la variole, etc. Mais on ne dit pas. Alors là, on est dans le fantasme. Et comme c'est un érotomane, vous voyez, il y a quand même... c'est très, très... voilà, il est forcément syphilitique. Il a des troubles physiques, et les troubles physiques, ce sont, ça traduit des troubles de l'âme. On a le regard du médecin aliéniste. Alors ça va être très intéressant parce que le médecin aliéniste, donc le psychiatre, a fait son entrée dans les prétoires depuis un certain temps. C'est bien d'ailleurs, on consulte. Alors après, les diagnostics peuvent nous paraître maintenant un petit peu bizarres, mais il y a un effort quand même de comprendre le chemin psychiatrique du criminel. Alors, d'après l'enquête qui est menée par le service de la sûreté, au moment où il est né, sa mère était folle. Alors ça, c'est vrai, elle était folle. Ajoutons que de Blandeur s'est livré maintes fois des excentricités qui dénotent un esprit mal équilibré. Alors là, je vous lis. Un médecin aliéniste commis par le juge d'instruction avait examiné son état mental et l'avait déclaré intact. Il est certain que de Blandeur ne mérite pas la qualification d'aliéné. Peut-être cependant l'expert eût-il pu se préoccuper davantage des circonstances spéciales où sa naissance a eu lieu. Sa mère avait été frappée d'une insolation, d'où était résultée une démence que l'on considéra comme passagère. On dit à son père qu'une grossesse aurait sans doute un effet salutaire, et c'est ainsi que naquit de Blandeur. Sa mère ne fut point guérie, et mourut peu après dans un asile d'aliénés. Ces faits ne sont peut-être pas sans relation avec la faiblesse et l'irritabilité de son caractère. Voilà, ça revient à un individu dont les facultés mentales sont mal équilibrées. Si cet individu n'est pas à proprement parler un aliéné, il est au moins très probable qu'il n'est pas non plus exempt de toute tare. Alors c'est un homme dérangé. Quand j'ai lu ça, quand même, je me suis dit, c'est quand même un peu étonnant ce que dit le médecin aliéniste, et j'ai quand même trouvé une psychiatre
qui m'a fait le portrait. Je lui ai présenté le portrait de mon assassin pour voir ce qui pouvait être vrai ou pas. Et elle m'a dit, alors évidemment, les termes ont changé. On dirait peut-être pas qu'une femme, suite à une insolation, une crise de démence, mais on peut déclencher des troubles neuropsy très violents après une forte insolation ou être dérangé. Et je lui dis, et je posais la question, mais est-ce que de recommander d'être enceinte, c'est curatif? Elle dit, ben maintenant, on sait que être enceinte, ça peut avoir des effets très positifs comme des effets négatifs. Bon, enfin là, ça n'a pas servi, parce que quelques temps après, elle est morte, après son accouchement, elle est morte dans un asile d'aliénés, donc ça n'a pas arrangé vraiment les choses. Donc c'est un homme dérangé, et alors ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, c'est le regard de l'institution judiciaire. Le président du tribunal, parlant de De Blandeur, dit qu'on lui a donné une éducation au-dessus de sa condition. On aborde ici le thème du déclassement. L'instruction qu'il a reçue, son introduction momentanée dans un milieu social tout autre que celui où vivaient la plupart des membres de sa famille, n'ont eu, grâce à la faiblesse de son caractère et à la médiocrité de son intelligence, que de fâcheux résultats. Et son enfance a été constamment entourée de soins affectueux et il a même reçu une éducation supérieure à celle que comportait sa condition. La remarque suggère qu'en lui donnant une éducation soignée, la tante Anna a donné à son neveu des goûts de luxe qui l'ont perverti, incité à voler et contribué ainsi à précipiter sa chute. Quand on est marin, il faut rester marin. Voilà. Donc c'est un point de vue bourgeois très typique à l'époque. Le déclassement perturbe l'ordre social. Pendant le procès, bon voilà. Donc on a un déclassé, on a un dénaturé, on a un pervers sexuel. C'est un portrait évidemment, éminemment à charge. De tout ça, découle un certain nombre de stéréotypes, bien sûr. De Blandeur est un ouvrier, hein, c'est un assassin. Donc je vous avais décrit tout à l'heure le vêtement de l'ouvrier, et dans certains journaux, on décrit De Blandeur avec la casquette à 3 ponts, la fameuse casquette qu'on appelle la Défou, qui a été inventée par un chapelier, Défou, dont se sont coiffés ensuite les Apaches. Donc je vais vous montrer, parce que alors là je suis un petit peu perdu dans mon truc. Ah voilà, la casquette à 3 ponts. Vous voyez là, 1, 2, 3, c'est la casquette, voilà, dont les Apaches se coiffent. Et là c'est intéressant, parce que dans l'illustration, là c'est notre Jean-Louis de Blandeur, et là c'est dans le petit journal, c'est un Apache qui attaque, et c'est exactement le même costume. Vous voyez, le pull rayé, la vareuse, la blouse, la ceinture rouge et le pantalon. Il y a une assimilation ouvrier, Apache, bandit, assassin. Et ça, pourtant, vous voyez, ce sont des terrassiers à Paris au tout début vers 1907, et on voit comment ils sont habillés. Bon, ils ont des sabots, ils ont des casquettes, mais c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le vrai vêtement de l'ouvrier. Alors ça, vous avez un stéréotype incroyable sur les gens qui viennent de banlieue, parce que Montreuil, c'était la banlieue, les fortifs. Et là, j'ai trouvé cette description, le Petit Bleu de Paris consacre un article à l'enterrement des petites filles le 4 septembre 98. Et là, c'est quand même pas mal. Donc il nous dit, alors il décrit les gens qui sont à l'enterrement, les maraîchères coiffées de marmottes, c'est des petits foulards noués par-dessus, vieilles et ridées, habituelles lectrices de romans feuilletons, ne dissimulez pas leurs larmes. Bon voilà, on a déjà campé les personnages, mais à côté d'elles, en majorité, les jeunes et jolies filles de Montreuil, vêtues de rose ou de bleu, ne permettaient pas au chagrin de ternir l'éclat de leurs yeux, où se lisaient des promesses de maternité. Quand même. Mais alors, là où ça devient plus grave, c'est il nous a semblé, malgré quelques sangloteuses, que la douleur populaire avait beaucoup perdu de sa grandeur depuis l'enterrement du petit Pierre. Vous savez, celui qui se faisait lécher les plaies par le chien. À Montreuil, qui est une banlieue de friture et de gros vin, on est très philosophe. Le martyrologe de l'enfance y apparaît comme une nécessité sociale. Pourtant, hier, on a voulu faire bien autour des 2 cadavres. On avait même collé dans les rues de Montreuil des lettres de faire-part rappelant que les sœurs de Blandeur étaient 2 victimes. Moi, ça m'a stupéfaite. J'étais stupéfaite quand j'ai lu ça. Vous voyez comment on qualifie la banlieue. C'est donc pas étonnant que quelqu'un qui vient de là commette des crimes aussi terribles. Parce que les fortifs ont vraiment une sale réputation. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les fortifications, c'est toute cette ceinture
qui a été construite sous Adolphe Thiers, tout autour de Paris, avec des douanes intérieures, les fameuses barrières d'octroi. Voilà, ça correspond maintenant plus ou moins au boulevard des Maréchaux. Voilà, alors ça c'est intéressant, donc c'est la coupe d'une enceinte. On voit donc le glacis. Il y a un moment, il y a une zone non edificandi, on ne doit normalement pas construire. Et c'est pas du tout ça, on va y construire des baraques, des baraquements, les pauvres gens vont venir y habiter. D'ailleurs, après, il y aura du dur là-dedans. Et puis ça, c'est le mur d'escarpe. C'est au-dessus de ce mur qu'il va jeter ses petites filles. Ça fait entre 10 et 12 mètres de haut. Voilà. Voilà, alors au fur et à mesure où se déplacent les industries et les ouvriers, du centre de la capitale à la périphérie, la géographie du crime et son imaginaire se déplacent en même temps. Dans les années 1830, 1840, c'était à l'intérieur de Paris. Si vous lisez Balzac, vous verrez avec les ruelles sombres, cette géographie du crime, elle était là. Et au fur et à mesure que se déplacent les usines, qu'elles arrivent en banlieue, eh bien, les criminels bougent et l'imaginaire bouge aussi. Donc les barrières, ce sont les marges, les confins, la zone, un entre quelque chose de mal défini, donc un peu inquiétant. Et alors, dans cette zone militaire s'entassent les pauvres, bien sûr, dans des baraquements, des ouvriers, mais il y a aussi des ouvriers qui viennent pique-niquer. Il y a aussi des gens qui viennent y faire paître les animaux, des chèvres, qui viennent cultiver des salades. Il y a des prostituées, il y a des voyous, il y a des chiffonniers. Et Jean-Louis Cohen, qui a écrit ce livre très intéressant qui s'appelle des fortifs au périph', dit il y a un relâchement du contrôle social sur cette frange de l'agglomération où viennent échouer les populations marginales. C'est un espace justement un peu incontrôlé. Alors là, je vous montre donc les barrières d'octroi, de douane. Donc les douanes, ça c'est la rue d'Avron, voilà, et les bâtiments. Et après, on commence à voir les fossés, les murs des fortifications. Alors ça là, j'ai cherché, hein, je ne sais pas d'où ça a été pris, mais on voit très très bien comment c'est fait, les fortifs. Et je l'ai choisi parce que ici, on voit des personnes et que ça nous montre bien l'échelle, le rapport. Quand ils jettent ces petites figures, on voit c'est quand même assez haut. Donc là, vous avez le glacis, voilà. Donc, quand je me suis interrogé sur la proportionnalité de la peine au regard du crime et du criminel. Alors, le 29 novembre, Jean-Louis de Blandeur est jugé et il est condamné à mort. Mais une demande de commutation de peine est formée par les membres du jury. Ça m'a beaucoup étonné. Les membres du jury le condamnent à mort, mais demandent la commutation de peine. Donc, pourquoi ? Il est finalement condamné aux travaux forcés à perpétuité. Bon, c'est pas vraiment un cadeau, hein, parce que j'ai lu des tas de choses là-dessus. Les conditions d'incarcération au bagne, c'est vraiment épouvantable. Il faut lire Albert Londres, si vous voulez, je l'ai mis dans la bibliographie. Donc c'est un verdict assez conforme pour l'époque. Les médecins aliénistes sont régulièrement convoqués par la justice pour formuler un diagnostic. On s'attend à atténuer, c'est pas vraiment bon là, les peines. Mais ils sont pas seulement convaincus par le fait que bon la maman ayant accouché dans enfin bon, je patauge. C'est pas seulement à cause des conditions de sa naissance. Il y a sans doute autre chose, une autre raison pour qu'il ait commis un crime aussi atroce. Et la question qui est sous-jacente, c'est est-ce que c'est finalement pas la femme qui est la véritable coupable ? L'épouse est suspectée d'être adultère malgré tous les témoignages contraires et l'enquête du commissaire de police. Parce que, oui, on va lui faire subir une enquête de mœurs. C'est lui qui tue ses enfants, mais elle est quand même, on fait une enquête sur sa moralité. Ce qui expliquerait le geste ultime. Alors, c'est plaidé, ce caractère adultère est plaidé par l'avocat de Jean-Louis de Blandeur, qui est d'ailleurs un avocat extrêmement connu. C'est maître Henri Robert, qui est un des plus grands avocats pénalistes de l'époque. D'ailleurs, si vous voulez le voir, il est sur YouTube. J'ai trouvé un petit film de Sacha Guitry qui le présente parmi les personnages importants. C'est au début de 1900, je sais plus combien. Et il a été bâtonnier. Enfin, c'est un type qui a défendu des gens vraiment très connus. Et il en était au début de sa carrière. C'est là que je me dis que la tante a dû payer aussi l'avocat, la tante Anna, qui avait de l'argent. Alors, l'épouse, elle est suspectée d'être adultère, malgré tous les témoignages. Alors, voilà, l'avocat présente
la lettre de voisins, une trentaine de voisins, qui salissent complètement la réputation de Charlotte. Messieurs, les signataires de la présente pétition, tous confiants dans la justice, dans les juges et dans les jurés devant composer la cour d'assises du département de la Seine, dans la prochaine séance du 28 octobre, demandent à messieurs de la cour et à messieurs les jurés, en dehors des circonstances atténuantes, les égards les plus grands et l'indulgence la plus entière envers ce pauvre Jean de Blandeur, qui a agi dans un moment de folie, survenu à la suite de l'inconduite notoire de sa femme, qui encore, à l'heure actuelle, vit maritalement avec le sieur Vinaud, auteur de la chute de Jean de Blandeur. C'est QFT, c'est forcément de la faute à la femme. Je trouve ça assez intéressant. Jusqu'au président de la République. Alors ça, j'ai trouvé ça dans le courrier de la Somme. J'ai pas vérifié, enfin j'ai pas trouvé d'autres témoignages, mais je pense que c'est vrai. Ce qui est raconté, parce qu'on a quelqu'un qui explique, le journaliste explique comment sont présentées les demandes de recours en grâce au président de la République, dans un premier temps. Et là, il dit ça, le journaliste. On se souvient de Blandeur, ce pauvre ouvrier, vous voyez, le pauvre ouvrier, qui, convaincu un jour que sa femme le trompait, emmena ses deux fillettes, dont l'aînée avait 4 ans, et les tua en les jetant du haut des fortifications près de la porte de Montreuil. Son crime commis, de Blandeur voulait se suicider, mais il n'en eut pas le courage. La cour d'assises le condamna à mort. Monsieur Félix Faure, c'est le président qui est mort dans les bras d'une prostituée. Ouais. Ça, c'est pour l'anecdote, vous allez voir. Après avoir parcouru le dossier, fut très perplexe. Cet homme qui avait assassiné ses 2 enfants méritait certainement la mort. Mais n'y avait-il pas une ombre d'excuse à son crime? Après avoir réfléchi un instant, le président fit téléphoner au préfet de police d'envoyer d'urgence à l'Élysée le magistrat qui avait fait l'enquête sur l'affaire. Un quart d'heure après, M. Amar, sous-chef de la Sûreté, était introduit auprès du chef de l'État. « Voici, lui dit M. Faure, le dossier de l'affaire de Blandère. Rien ne prouve dans tout cela que le condamné ait été réellement trompé par sa femme. En effet, Monsieur le Président, nous n'avons pu établir ce détail. C'est bien. Mais, en votre âme et conscience, croyez-vous que de Blandeur était réellement trompé ?» Le Président employa un mot plus énergique. « J'en suis convaincu, Monsieur le Président. » C'est bien, dit M. Félix Faure, et il signa immédiatement la commutation de peine. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais avec ce que j'ai lu avant, ça pourrait être tout à fait possible. Voilà. Mais dans tout ça, personne n'a réellement écouté ce que disait cette pauvre Charlotte, à qui elle a dit à plusieurs reprises. Elle dit « J'ai, raconte-t-elle, couru chez le commissaire. Je lui ai dit, mon mari vient de me prendre mes enfants, il va les tuer. Le commissaire m'a répondu que je disais des blasphèmes, que c'était la colère qui me faisait parler et que je rentre chez moi. » Et le journaliste conclut, le voilà le flair policier. Mais ça c'est intéressant parce qu'on ne l'écoute pas. Voilà. Épilogue. Que sont-ils devenus? Alors, Jean-Louis de Blandeur, le 27 juin 1999, embarque sur le navire la Calédonie à destination de la Guyane, où il arrive le 18 juillet. D'ailleurs, il retrouvera le papa du petit Pierre, là. Et voilà, ils pourront discuter ensemble. En 1902, première tentative d'évasion. Il est réintégré au bout de 4 jours et là, il est condamné à 2 ans de double chaîne. Alors ça, c'est très dur, la chaîne, on la met, que la double chaîne, c'est encore plus pénible. En 1903, deuxième tentative d'évasion. Pour un petit malingre, etc., il est quand même sacrément résistant. Parce que alors, les conditions de vie au bagne sont épouvantables avec la chaleur, les bestioles. Réintégré, les tortures. Réintégré au bout de 6 mois, il est condamné au camp disciplinaire Charvin, qu'on nomme le camp des incorrigibles. C'est pire que tout. J'ai lu plein d'ouvrages là-dessus. Et enfin, le 18 janvier 1904, troisième évasion, et là, on perd sa trace. Je ne pense pas qu'il ait survécu. Il s'est enfui avec un coreligionnaire qui, lui, est retrouvé. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a normalement, l'administration française est très bien faite, on fait des rapports sur tout, surtout à l'époque. Et j'ai retrouvé aux archives nationales d'outre-mer les dossiers des condamnés. Et le seul carton qui me manque dans tout l'inventaire des cartons que j'ai fait, c'est le carton dans lequel il y a le témoignage du prisonnier avec lequel il s'est échappé. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu savoir ce qui s'était passé. Et la tante Alain n'a jamais cessé de l'aider, parce que j'ai retrouvé, donc on a des lettres adressées à l'administration, elle lui envoie des chaussettes, des ceintures de flanelle, elle l'a jamais abandonné quand même. Alors, que sont devenus Charlotte Bethlo, Henri Nicolas
Vino, Jules Maurice Vino et Henriette Charlotte, qui est la troisième fille. Alors donc le 30 mars, elle accouche de leur troisième fille, Henriette Charlotte Malvina. En 1902, elle obtient le divorce. Et en 1903, elle réside 57 rue Étienne Marcel à Montreuil avec Henri-Nicolas Vino. Mais moi je me suis... Alors, et en 1920, Charlotte et Nicolas se marient à Bagnolet. Elle a 46 ans, il en a 62. Je me suis quand même dit, est-ce que finalement elle a eu une relation ou pas? Parce qu'on se pose la question. Mais je me suis dit, attends, le type, il arrive le 14 juillet. On est le 18 août, ça fait un mois. Je dis bien, tout est toujours possible, on peut sauter dessus. Ils sont dans un logement exigu. Il part à 4h45 le matin. Il revient le soir à 21h. Il faut vraiment être une bête, hein, parce que c'est... Alors, moi, ce que je pense le plus probable, vraiment, c'est qu'il y a un modèle et un contre-modèle. Le contre-modèle, c'est Jean-Louis de Blandeur, il est feignant, il boit, etc., il n'est pas fiable, il joue pas avec les petites filles. Et là, elle a un gars qui est solide, qui est un grand gaillard, qui lui ramène de l'argent, qui est gentil. Et je pense que tout ça, ça s'est tissé après, moi. Bon, ils sont évidemment beaucoup d'avancées, et les peines sont différentes. Bon, on n'a plus de peine de mort, on n'a plus de bagne. On s'intéresse davantage aux enfants, ils sont mieux protégés et on intervient sans état d'âme. Voilà, il y aurait une histoire comparative plus intéressante à faire, mais je n'ai pas eu le temps. Donc on va terminer, attends, je vais juste le mettre après, c'est donc extrait du Juge et de l'assassin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je recommande vivement. Il retrace l'affaire Joseph Vacher, dans le film c'est Bouvier, et c'est Michel Galabru qui a eu un prix d'interprétation. C'est absolument magnifique, et c'est une complainte à la manière d'eux, sauf que c'est Jean-Roger Gossimon qui a écrit les paroles et qui chante, et c'est Philippe Sartre qui a fait la musique. Et c'est comme une vraie complainte, mais c'est encore plus beau. Voilà. Comment je fais maintenant? Je fais... oui, mais pas avec ça. Attends, vous allez avec ça. Voilà. Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau. Dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière.